Au dîner de Noël, j'ai remercié ma tante pour le porte-clés de mon anniversaire. Elle a lâché sa cuillère, je t'ai acheté un appartement à 400 000 €, le porte-clés était offert. Autour de la table, les sourires se sont glacés. Je m'appelle Chloé et j'ai 31 ans. Pendant le dîner de Noël, je suis en train de remercier ma tante pour le magnifique porte-clés qu'elle m'a envoyé pour mon anniversaire il y a 2 mois. Ma tante arrête de remuer la sauce, fixe la table en silence et dit calmement, je t'ai acheté un appartement à 350 000 €. Le porte-clés n'était qu'un bonus. Les sourires disparaissent de tous les visages. Un par un, les membres de ma famille deviennent blancs comme un linge. Imaginez la scène. Une table de Noël parfaitement dressée. La plus belle porcelaine de ma belle-mère, des bougies vacillantes et l'odeur de son fameux rôti qui embaume la salle à manger. Tout le monde rit, se passe les plats, jouant à la famille parfaite. Mon père découpe la dinde avec sa précision habituelle. Ma demi-sœur de 19 ans, Manon, fait défiler son téléphone, même si les téléphones sont censés être interdits à table. Et ma belle-mère, Valérie, dirige la circulation comme le général qu'elle est. Et il y a moi, assise à la même place que j'occupe depuis 15 ans, depuis que papa s'est remarié, juste à côté de la petite tante Margot, qui a pris l'avion depuis Nice pour nous faire une surprise. Je suis sincèrement heureuse de la voir. C'est la seule personne de cette famille qui m'a toujours traité comme si j'avais vraiment ma place ici. Tante Margot, dis-je en tendant la main à travers la table pour presser la sienne. Merci beaucoup pour le porte-clés que tu m'as envoyé pour mon anniversaire. Il est magnifique. Je l'emporte partout. Je le sors de mon sac à main. Une simple chaîne en argent avec une petite breloque en forme de cœur. Rien d'extravagant, mais venant d'elle, cela signifiait tout. La pièce devient silencieuse. Pas le calme confortable des gens qui apprécient un bon repas, mais le genre de silence qui vous noue l'estomac. La fourchette de tante Margot s'arrête à mi-chemin de sa bouche, ses yeux se plissent alors qu'elle regarde autour de la table. Papa s'arrête de découper au milieu d'une tranche. Le sourire de Valérie se fige comme s'il avait été peint. Porte-clés. La voix de tante Margot est dangereusement calme. Elle repose sa fourchette avec une précision délibérée. Chloé, ma chérie, quel porte-clés? C'est là que je réalise que quelque chose ne va vraiment, vraiment pas. La façon dont Manon se redresse soudainement. La façon dont la main de Valérie tremble alors qu'elle attrape son verre de vin. La façon dont papa s'éclaircit la gorge comme s'il s'apprêtait à annoncer une mauvaise nouvelle. Mais je m'emballe encore. Pour comprendre pourquoi ce moment ressemble à l'explosion d'une bombe, vous devez savoir à quoi ressemble vraiment ma famille. Et croyez-moi, ce n'est pas l'image d'Épinal qu'ils prétendent être. Grandir en tant que belle-fille dans cette maison, c'était comme être une invitée permanente qui avait abusé de l'hospitalité. Ma mère est morte quand j'avais 7 ans et papa a épousé Valérie 2 ans plus tard. Valérie a apporté sa propre marque de cruauté subtile déguisée en souci de mon bien-être. Alors que Manon avait des vêtements de marque pour la rentrée, j'avais des articles soigneusement sélectionnés dans les bacs de déstockage. Nous voulons enseigner à Chloé la valeur de l'argent, expliquait Valérie aux proches. Comme si la frugalité était un exercice de formation de caractère réservé uniquement à moi. Quand Manon a voulu une voiture pour ses 18 ans, elle a eu une Peugeot 208 neuve avec un nœud sur le toit. Quand j'ai eu 18 ans, Valérie a suggéré que je pourrais emprunter son vieux monospace quand il n'était pas utilisé pour les courses familiales, ce qui s'est avéré être approximativement jamais. Le schéma était toujours le même. Les besoins de Manon passaient en premier. Les envies de Manon étaient des nécessités et mes demandes étaient des luxes que nous ne pouvions pas nous permettre. Quand je voulais prendre des cours d'art, papa disait que nous devions prioriser les compétences pratiques. Quand Manon voulait des cours de piano, ils ont engagé un professeur particulier qui venait à la maison 2 fois par semaine. C'est à l'université que l'inégalité est devenue impossible à ignorer. J'ai passé ma terminale à travailler dans un cinéma pour économiser de l'argent, j'ai rédigé des dizaines de demandes de bourse et j'ai choisi l'université publique locale spécifiquement parce que je pouvais me permettre les frais d'inscription. Manon, en revanche, a postulé dans 5 grandes écoles de commerce privées dont les frais de dossier coûtaient plus cher que ce que je gagnais en une semaine au cinéma. Mais voici ce qui m'a vraiment touché, ils agissaient comme si c'était normal. Comme si traiter leur fille de manière complètement différente était juste l'ordre naturel de la famille. Quand les proches commentaient la disparité, Valérie souriait doucement et disait, « Chaque fille a des besoins différents. Chloé est si indépendante et responsable.
Manon a besoin de plus de conseils. Traduction, Chloé peut se débrouiller toute seule. Manon mérite d'être prise en charge. La seule personne qui les a jamais interpellés à ce sujet était tante Margot, la sœur de mon père. C'était elle qui m'envoyait des cadeaux de fin d'études, qui se souvenait de mon anniversaire chaque année, qui posait des questions sur ma vie comme si cela comptait vraiment. Elle n'a jamais eu d'enfant, mais elle me traitait comme si j'étais précieuse, ce qui, après avoir grandi dans cette maison, semblait révolutionnaire. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'infirmière, avec mention très bien et sans dette grâce aux bourses et au travail pendant mes études, la célébration familiale a consisté en un dîner chez Buffalo Grill. Quand Manon a obtenu son bac avec une moyenne tout juste passable, ils ont organisé une fête qui a coûté plus cher que ma voiture. Au moment où j'ai déménagé, j'avais appris à ne pas attendre grand-chose d'eux. Les cadeaux de Noël et d'anniversaire étaient des articles pratiques dont j'avais besoin de toute façon. Les fêtes de famille étaient des événements auxquels j'assistais mais auxquels je n'appartenais pas vraiment. Les vacances en famille étaient des choses qu'ils planifiaient autour de mon emploi du temps pour m'exclure, pas quelque chose où ils m'invitaient à me joindre à eux. C'est pourquoi tante Margot était si importante pour moi. Elle était la seule personne qui me faisait me sentir comme une famille. À 25 ans, j'avais construit une vie qui ne ressemblait en rien à la leur. J'étais une mère célibataire travaillant comme infirmière pédiatrique, vivant dans un petit appartement avec mon fils de 4 ans, Léo. Son père avait disparu au moment où il avait appris la grossesse, me laissant tout gérer seul, ce qui honnêtement était à peu près ce à quoi je m'attendais à ce moment-là. L'appartement était minuscule mais propre, avec des meubles d'occasion et des jouets achetés chez Emmaüs. Léo se fichait que sa chaise haute vienne d'un vide-grenier ou que sa chambre ne soit en réalité qu'un coin du salon avec un rideau coloré comme séparation. Il était heureux, en bonne santé et aimé. C'est tout ce qui comptait pour moi. La relation de ma famille avec Léo était compliquée. Il prétendait l'aimer, bien sûr. Valérie postait des photos de lui sur Facebook avec des légendes sur le fait d'être la meilleure grand-mère du monde. Mais quand il s'agissait d'une aide réelle, comme le garder pour que je puisse faire des heures supplémentaires, ils étaient mystérieusement toujours occupés. Manon, maintenant dans une école privée qui coûtait plus cher par an que ce que je gagnais, passait occasionnellement jouer avec Léo pendant 1 heure avant de se plaindre de l'épuisement que causaient les enfants. Papa passait tous les mois, apportant de petits jouets et restant juste assez longtemps pour avoir l'impression d'avoir fait son devoir de grand-père. La seule personne qui se montrait constamment présente était tante Margot. Toutes les quelques semaines, elle faisait 2 heures de route depuis sa maison pour passer le week-end avec nous. Elle arrivait avec des biscuits faits maison, de nouveaux livres pour Léo et un véritable intérêt pour nos vies. Elle le gardait sans qu'on le lui demande, aidait au projet ménager et nous traitait, Léo et moi, comme si nous comptions. Quand Léo a eu une pneumonie à 3 ans, nécessitant 1 semaine d'hospitalisation, elle a pris des congés pour aider. Elle dormait dans le fauteuil inconfortable de l'hôpital, m'apportait des vêtements de rechange et tenait Léo quand j'avais besoin de me doucher ou de manger. Mon propre père a visité 2 fois pendant cette semaine, les 2 fois pour moins d'1 heure. C'est là que j'ai réalisé qui était ma vraie famille. Ce n'étaient pas les gens qui partageaient mon nom de famille ou vivaient dans la maison où j'avais grandi. C'était la personne qui se présentait quand les choses devenaient difficiles. L'année dernière, quand tante Margot m'a appelé pour me dire qu'on lui avait diagnostiqué un cancer du sein, je n'ai pas hésité. « De quoi as-tu besoin ?» ai-je demandé immédiatement. « Quand sont tes rendez-vous ? Qui te conduit au traitement ?» La réponse, comme on pouvait s'y attendre, était personne. Papa était trop occupé par le travail. Valérie avait un engagement antérieur avec les activités étudiantes de Manon. Manon était, bien sûr, trop jeune pour gérer des affaires aussi sérieuses. Alors, je suis devenu le chauffeur de Margot, son avocate, son système de soutien. 2 fois par semaine pendant 6 mois, j'installais Léo dans son siège auto après mon service et je conduisais 2 heures jusqu'à chez Margot, puis 1 autre heure jusqu'au centre de cancérologie, 3 heures pour le traitement, 1 autre heure pour retourner chez elle, et 2 heures pour rentrer. Léo a appris à s'occuper tranquillement dans les salles d'attente de l'hôpital, coloriant dans des livres que Margot lui achetait. Au pire de la chimiothérapie, je restais la nuit, m'assurant qu'elle mangeait, prenait ses médicaments et ne tombait pas. Léo se blottissait contre elle sur le canapé, sa petite main tapotant doucement sa tête chauve. Tante Margot est courageuse, me chuchotait-il. Oui, elle l'est, convenais-je. Et elle méritait mieux de sa famille que ce qu'elle recevait. Le soir où Margot a terminé sa dernière séance de chimio a été l'un des meilleurs soirs de ma vie.
Nous étions assises dans son salon, Léo endormi entre nous, et elle a attrapé ma main avec plus de force qu'elle n'en avait eu depuis des mois. Tu m'as sauvé la vie, a-t-elle dit doucement. Pas seulement médicalement, bien que tes compétences d'infirmière aient certainement aidé. Tu as été là quand tout le monde avait des excuses. Tu m'as fait me sentir aimé quand je me sentais oublié. J'ai serré sa main en retour. C'est la famille. La vraie famille. C'est ce que les gens font les uns pour les autres. Ses yeux se sont remplis de larmes. Ton père m'a appelé 2 fois pendant ces 6 mois. 2 fois. Valérie a envoyé une carte. Manon a envoyé un texto de temps en temps. Elle secoua la tête avec dégoût. Mais toi, travaillant à plein temps, élevant un enfant seul, tu as trouvé un moyen d'être là à chaque fois que j'avais besoin de toi. La colère dans sa voix était nouvelle. Margot avait toujours été diplomate concernant les conflits familiaux. La gardienne de la paix qui aplanissait les moments inconfortables, mais le cancer, semblait-il, avait brûlé sa patience pour les faux-semblants. Après la mort de Pierre, a-t-elle continué, faisant référence à son mari décédé 3 ans plus tôt, j'ai pensé à changer mon testament. Il m'a laissé à l'abri du besoin, et nous n'avons jamais eu d'enfant. J'avais toujours prévu de tout laisser à ton père, en supposant qu'il prendrait soin de Manon et t'aiderait si nécessaire. Mais cette expérience m'a montré qui mérite réellement ma considération. Je me sentais mal à l'aise avec la direction de la conversation. Margot, tu n'as pas besoin de... Si, j'en ai besoin. Sa voix était ferme. Tu dois comprendre quelque chose, Chloé. J'observe la dynamique de votre famille depuis des années, trouvant des excuses, espérant que les choses s'amélioreraient. Ce n'est pas le cas. Au contraire, elles ont empiré. Elle avait raison. Même pendant son traitement contre le cancer, quand on pourrait penser que la famille se rassemblerait, les schémas restaient les mêmes. Papa m'appelait pour avoir des nouvelles de l'état de Margot plutôt que de l'appeler directement. Valérie me demandait de transmettre des messages au lieu de décrocher le téléphone elle-même. Il me traitait comme un service de communication entre eux et Margot, plutôt que de reconnaître que c'était moi qui prenais soin d'elle. Quand les cheveux de Margot ont commencé à repousser et que son énergie est revenue, elle a commencé à faire des projets. Je vais voyager, a-t-elle annoncé un après-midi. Tous ces endroits que Pierre et moi parlions de visiter sans jamais le faire. Je commence par un tour d'Europe au printemps. 3 mois pour voir tout ce que j'ai toujours voulu voir. J'étais ravi pour elle. Après tout ce qu'elle avait traversé, elle méritait chaque moment de joie et d'aventure qu'elle pouvait trouver. Mais elle allait aussi me manquer terriblement. Margot était mon ancre dans la famille. La personne qui me rappelait que j'étais digne d'amour et de considération. Avant de partir, a-t-elle dit, je veux faire quelque chose de spécial pour ton anniversaire. 28 ans est une année importante, le début de la fin de la vingtaine. J'ai des projets. Mon anniversaire était en octobre, et Margot est partie pour son aventure européenne juste après, fin octobre. Elle avait vaincu le cancer et elle vivait enfin la vie dont elle avait rêvé. Ses cartes postales arrivaient chaque semaine, remplies d'histoires sur les galeries d'art à Rome, les plages en Grèce et les musées en Espagne. Elle semblait plus heureuse que je ne l'avais jamais entendue. 3 jours avant mon anniversaire, un camion de livraison s'est arrêté devant mon immeuble. Je n'attendais rien, alors j'étais confuse quand le chauffeur m'a tendu un bordereau à signer. Mais c'était bien là, mon nom et mon adresse. Un paquet de Margot avec un cachet de la poste étranger. À l'intérieur se trouvait une petite boîte à bijoux contenant un simple porte-clés en argent avec une breloque en forme de cœur et un mot. Joyeux anniversaire, ma chérie. C'est juste un petit quelque chose pour te faire patienter jusqu'à mon retour et que je te donne ton vrai cadeau. Toute mon affection, tante Margot. Ce n'était pas grand-chose, mais savoir qu'elle avait pensé à moi en explorant des ruines antiques et des musées célèbres rendait cela parfait. Je l'ai immédiatement attaché à mes clés et je l'ai emporté partout, tout comme je l'avais dit à la famille lors du dîner de Noël. Ce que je ne savais pas alors, c'est que ce petit porte-clés était censé n'être qu'un accessoire, un symbole pour quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand. Le 28 octobre, mon anniversaire, est passé tranquillement. J'ai fait une double garde à l'hôpital parce que la prime de nuit aidait pour les dépenses de Noël de Léo. Quand je suis rentré, épuisé mais reconnaissante pour l'argent supplémentaire, il y avait un message vocal de papa me souhaitant un joyeux anniversaire et s'excusant d'avoir oublié d'appeler plus tôt. Valérie le lui avait apparemment rappelé. Manon a envoyé un texto avec des émojis gâteaux. Pas de carte, pas de cadeau,
pas d'invitation à dîner, juste des reconnaissances que oui, c'était bien le jour où je suis né il y a 28 ans. Ce n'était pas surprenant, mais cela piquait toujours un peu. Léo, à 4 ans, m'avait fait une carte en papier crépon à la garderie avec des empreintes de main et les mots « J'aime maman » écrits en lettres pailletées. Son cadeau valait plus que tout ce qu'ils auraient pu m'acheter. Quoi qu'il en soit, j'ai appelé Margot ce soir-là en utilisant le numéro international qu'elle m'avait donné pour les urgences. J'ai reçu le porte-clés, lui ai-je dit en touchant le cœur en argent. Il est magnifique. Merci d'avoir pensé à moi pendant ton voyage. Oh, ma chérie. Sa voix était pleine de rire et d'autres choses que je ne pouvais identifier. Cette petite chose n'est rien. Attends de voir ce que je t'ai vraiment acheté. Ça va changer ta vie. J'ai supposé qu'elle voulait dire un beau bijou ou peut-être quelque chose de spécial de l'un des pays qu'elle visitait. Margot était généreuse, mais ses cadeaux étaient généralement attentionnés plutôt qu'extravagants. Une écharpe d'Italie ou un livre de cuisine d'Espagne auraient été plus que suffisants pour me rendre heureuse. Novembre passa rapidement. Les cartes postales de Margot continuaient d'arriver. Elle semblait énergique et joyeuse, rattrapant tout le temps perdu pendant le traitement. Dans une carte, elle a mentionné qu'elle avait demandé à papa de s'occuper de quelque chose d'important pour elle pendant son absence. Quelque chose concernant mon cadeau d'anniversaire. J'ai trouvé ça bizarre. Margot gérait généralement ses propres affaires, et elle n'avait jamais impliqué mon père dans les cadeaux auparavant, mais j'ai supposé que c'était quelque chose de simple. Peut-être faire livrer des fleurs ou coordonner l'expédition de quelque chose de trop volumineux pour être envoyé par la poste. Décembre est arrivé avec le chaos habituel d'avant les fêtes. Mon emploi du temps s'est intensifié car d'autres infirmières prenaient des congés, et j'économisais chaque centime pour les cadeaux de Noël de Léo. Nous avions commencé notre tradition du calendrier de l'Avent, lisant des histoires de Noël chaque soir et buvant du chocolat chaud en regardant les lumières dans notre quartier. Pendant ce temps, j'ai remarqué que Manon postait des photos sur les réseaux sociaux de ce qui ressemblait à un nouvel appartement. Les photos montraient un bel espace de vie avec des meubles modernes, d'immenses fenêtres et des décorations qui semblaient coûteuses. Quand je l'ai mentionné à papa lors d'un de nos brefs appels téléphoniques, il a dit que Manon avait eu une excellente opportunité de faire du gardiennage pour quelqu'un voyageant à l'étranger. Quelle chanceuse, ai-je dit, sans trop y penser. Manon semblait toujours tomber dans des situations confortables. Quand elle a eu besoin d'un stage pour son école, l'ami de Valérie avait comme par magie une ouverture dans son agence de marketing. Quand elle a eu besoin d'un job d'été, l'associé de papa a soudainement eu besoin d'une assistante. Manon traversait la vie avec des mains invisibles aplanissant son chemin. Pendant ce temps, Léo et moi prévoyions notre propre Noël humble. Nous avions fait des flocons de neige en papier pour les décorations et prévu d'acheter un petit sapin. J'avais économisé assez pour lui acheter le set Lego qu'il voulait et quelques petits cadeaux. Ce serait un Noël simple, mais rempli d'amour. L'invitation pour le dîner de Noël chez papa et Valérie est arrivée à la mi-décembre, le même coup de fil générique que je recevais chaque année. Nous dînons à 15h, m'a informé Valérie. Margot rentre en avion pour faire une surprise. Elle voulait passer Noël en famille. Mon cœur a bondi. Je n'avais pas vu Margot depuis avant son voyage, et elle m'avait terriblement manqué. L'idée de la voir au dîner de Noël rendait tout l'événement digne d'intérêt. Peut-être que cette année serait différente. Peut-être qu'avec Margot là, je me sentirais réellement partie intégrante de la famille au lieu d'être une invitation de courtoisie. J'ai dépensé de l'argent supplémentaire que je ne pouvais pas vraiment me permettre pour une jolie robe et un petit cadeau pour tout le monde. Léo était excité de revoir sa grand-tante et de jouer avec les nouveaux livres qu'elle lui avait inévitablement rapportés de ses voyages. Je n'avais aucune idée que le retour surprise de Margot allait exposer une trahison qui briserait ma compréhension de ma famille pour toujours. Le matin de Noël s'est levé froid et lumineux. Léo s'est réveillé à 6h, comme le font les enfants à Noël, sautant sur mon lit avec excitation au sujet de la visite du Père Noël. Nous avons ouvert notre modeste pile de cadeaux près du petit sapin, et sa joie devant le set Lego valait chaque heure supplémentaire que j'avais travaillé. En me préparant pour le dîner chez papa et Valérie, je me sentais étrangement pleine d'espoir. Les cartes postales de Margot au cours des 3 derniers mois avaient été remplies d'histoires de découverte de soi. Peut-être que sa nouvelle perspective apporterait une énergie positive à notre dynamique familiale. Peut-être que ce Noël serait le tournant que j'espérais depuis toute ma vie d'adulte. Léo était adorable dans sa petite chemise boutonnée et son pantalon beige, serrant le livre sur les dinosaures que le Père Noël lui avait apporté.
Est-ce que tante Margot aura des cadeaux de très loin, a-t-il demandé alors que nous conduisions vers la maison où j'avais grandi. Je suis sûr qu'elle aura des histoires merveilleuses, lui ai-je dit. Et peut-être quelque chose de spécial, mais souviens-toi, passer du temps avec elle est le vrai cadeau. La maison était décorée exactement comme elle l'avait été chaque année depuis que Valérie avait emménagé. Lumière blanche, ornements argentés et dorés, tout coordonné et parfait. De la musique de Noël jouait doucement en arrière-plan, et la table de la salle à manger était dressée avec la plus belle porcelaine de Valérie. Manon était déjà là, portant une nouvelle robe de créateur et des chaussures qui coûtaient probablement plus cher que mon budget alimentaire mensuel. Chloé. Papa m'a serré chaleureusement, et pendant un instant, je me suis laissé croire que c'était une véritable affection familiale. Léo, mon grand, regarde comme tu as grandi. Valérie m'a fait la bise près des 2 joues, prenant soin de ne pas déranger son maquillage. Tu es ravissante, a-t-elle dit sur le ton qu'elle utilisait quand elle était poliment civile. Manon nous parlait de son nouveau logement. Une opportunité si merveilleuse, a rayonné Manon, se lançant dans une description détaillée de l'appartement qu'elle gardait. C'est dans le meilleur quartier du centre-ville, a-t-elle jailli. 2 chambres, une cuisine de gourmet, et des fenêtres du sol au plafond avec une vue incroyable. Le propriétaire l'a laissé entièrement meublé avec les plus belles choses. J'ai l'impression de vivre dans un magazine. J'ai fait les bruits impressionnés appropriés tout en installant Léo avec ses livres de coloriage dans le salon. Manon avait toujours eu de la chance avec les opportunités et garder un appartement de luxe était exactement le genre de choses qui lui tombait dessus régulièrement. En parlant d'appartement, a dit papa, jetant un coup d'œil à Valérie. Comment se passe ta situation de logement? Toujours en location près de l'hôpital. Ça se passe bien, ai-je répondu prudemment. J'avais appris à ne pas mentionner les difficultés financières devant eux. Tout aveu de difficulté serait accueilli par des suggestions de budget, comme si mes problèmes étaient simplement des questions de mauvaise planification plutôt que la réalité d'une mère célibataire avec un salaire d'infirmière. La sonnette a retenti à exactement 14h30, et Valérie s'est précipitée pour répondre. Surprise, a lancé une voix familière, et Margot était là, bronzée et rayonnante, portant une valise et affichant le sourire le plus éclatant que j'ai vu sur son visage depuis des années. Tante Margot. Léo s'est jeté dans ses jambes et elle l'a soulevé avec un enthousiasme qui montrait à quel point nous lui avions manqué aussi. Mon petit chéri, tu es devenu si grand. Elle m'a serré ensuite, me tenant fort. Et ma douce Chloé, vous m'avez tellement manqué tous les deux. Elle était incroyable. Le poids qu'elle avait perdu pendant la chimio avait été remplacé par du muscle grâce à toute la marche qu'elle avait faite dans les villes européennes. Ses cheveux avaient repoussé plus épais qu'avant, et sa peau brillait de la confiance de quelqu'un qui avait passé des mois à faire exactement ce qu'elle voulait. Comment était ton voyage, ai-je demandé, une joie sincère remplissant ma voix. Tes cartes postales donnaient l'impression que c'était l'aventure d'une vie. C'était tout ce dont je rêvais et plus encore, a-t-elle dit, les yeux pétillants. Mais j'étais prête à rentrer à la maison auprès des gens que j'aime le plus. Au cours de l'heure suivante, Margot nous a divertis avec des histoires de ses voyages. Elle avait marché sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, pris des cours de cuisine en Toscane et passé des semaines dans des musées qu'elle ne rêvait que de visiter. Toute la famille semblait plus détendue avec elle là, comme si sa présence leur rappelait comment apprécier réellement la compagnie des autres. Alors que nous nous asseyions pour dîner, Margot a croisé mon regard à travers la table et m'a fait un clin d'œil. J'ai quelque chose de très spécial à dire à tout le monde, a-t-elle dit. Mais d'abord, profitons du beau repas de Valérie. La conversation a coulé plus naturellement qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Même Manon semblait moins centrée sur elle-même, véritablement intéressée par les aventures de Margot. Je me suis surprise à me détendre, me souvenant de ce que pouvaient être les dîners de famille quand ils n'étaient pas pleins de tensions sous-jacentes. C'est là que j'ai fait le commentaire qui a tout changé. Tendant la main à travers la table pour presser celle de Margot, j'ai dit avec une chaleur sincère, « Tante Margot, merci beaucoup pour le porte-clés que tu m'as envoyé pour mon anniversaire. Il est magnifique. Je l'emporte partout. » Le silence qui a suivi n'était pas le calme confortable d'une famille passant du temps ensemble. C'était le silence qui précède une explosion, lourd de secrets sur le point d'être exposé. Et l'expression de Margot alors qu'elle posait lentement sa fourchette m'a dit que ce dîner de Noël était sur le point de devenir inoubliable pour toutes les mauvaises raisons. Le silence s'étire pendant ce qui semble être une éternité. La fourchette de Margot plane au-dessus de son assiette. Ses yeux se déplacent lentement de mon visage à celui de papa,
puis à celui de Valérie, puis à celui de Manon. Vous connaissez ce moment dans les films où la musique s'arrête et où vous entendez chaque petit son amplifié, le tic-tac de l'horloge grand-père. La respiration nerveuse de quelqu'un, le doux tintement de la glace dans les verres d'eau. Porte-clés, répète lentement Margot comme si elle testait le mot. Chloé, ma chérie, de quel porte-clés parles-tu? Je le sors de mon sac, tenant la simple chaîne en argent avec la petite breloque en forme de cœur. Celui-ci? Tu l'as envoyé pour mon anniversaire avec ce gentil mot disant que c'était quelque chose pour me faire patienter jusqu'à ton retour. Margot fixe le porte-clés comme si c'était un serpent qui pourrait la mordre. Puis elle regarde à nouveau autour de la table et je vois son visage changer. L'expression chaleureuse du voyage durcit en quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Une fureur froide et pure. Je ne t'ai pas envoyé de porte-clés, dit-elle doucement. Je t'ai acheté un appartement à 350 000 €. Les mots frappent la table comme un coup physique. Le téléphone de Manon tombe avec fracas dans son assiette. Le verre de vin de Valérie glisse de ses doigts, le vin rouge se répandant sur la nappe blanche comme du sang. Le visage de papa passe par plusieurs couleurs avant de se fixer sur le gris. Et moi? Je reste juste là à cligner des yeux bêtement parce que j'ai sûrement mal entendu. Sûrement ma tante de 70 ans ne vient pas de dire qu'elle m'a acheté un appartement valant plus que ce que je gagnerais en 10 ans. Sûrement c'est une sorte d'humour que je ne comprends pas. Je suis désolé. Quoi, ai-je réussi à dire? La voix de Margot est d'un calme mortel. Avant de partir pour l'Europe, j'ai appelé ton père. Je lui ai dit que je voulais faire quelque chose de spécial pour ton anniversaire. Quelque chose de grand. Tu as passé 6 mois à prendre soin de moi pendant la pire période de ma vie, conduisant 4 heures aller-retour 2 fois par semaine, restant la nuit quand j'étais trop faible pour être seul, emmenant Léo au rendez-vous de chimio parce que tu ne pouvais pas te permettre une babysitter. Elle regarde directement papa maintenant, et il rétrécit sur sa chaise comme un enfant grondé. Mon cerveau a du mal à traiter cette information. Un appartement. Un vrai appartement avec mon nom sur l'acte. Mais Manon a dit qu'elle faisait du gardiennage. Du gardiennage. Le rire de Margot est amer. Manon, ma chérie, dans l'appartement de qui vis-tu depuis 2 mois? Le visage de Manon s'effondre. Elle regarde Valérie avec une panique pure, comme une enfant prise en train de mentir. Maman, tu as dit. Tu m'as promis. Qu'est-ce qu'elle t'a promis exactement, demande Margot, et sa voix pourrait geler le feu. Les vannes s'ouvrent. Manon commence à pleurer, mais pas les larmes délicates d'une princesse lésée. Ce sont des sanglots laids et paniqués de quelqu'un dont le monde s'effondre. Maman a dit que tu ne le saurais jamais. Elle a dit que tante Margot voyagerait pendant des mois, et qu'au moment où elle reviendrait, je serais installé, et tu n'aurais qu'à l'accepter. Je dois le reconnaître ça. La logique est presque impressionnante dans son audace. Prendre un cadeau qui m'était destiné, le donner à l'enfant chéri, et présenter cela comme de l'équité parce que j'avais déjà un endroit où vivre. Vous savez, mon minuscule 2 pièces en location où Léo et moi partageons le salon parce que sa chambre est en fait un placard converti. Papa trouve enfin sa voix, bien qu'elle sorte plus comme un coassement. Margot, je peux expliquer. Valérie m'a convaincu que ce ne serait que temporaire jusqu'à ce que nous puissions acheter à Manon son propre endroit. Je pensais que nous aurions le temps de tout expliquer à ton retour. Oh, je t'en prie, dit-elle en se penchant en arrière sur sa chaise. Explique-moi comment vous avez pris un appartement que j'ai acheté pour Chloé et décidé que Manon devrait y vivre à la place. Explique-moi comment vous avez falsifié des cartes de remerciement au nom de Chloé. Oui, Pierre. J'ai reçu 3 charmantes lettres de Chloé me remerciant pour le merveilleux appartement et me disant combien elle y était bien installée et heureuse. Ma bouche s'ouvre. Ils ont écrit des lettres de remerciement. Ils se sont réellement assis et ont prétendu être moi, exprimant de la gratitude pour un cadeau qu'ils ont volé. La planification pure impliquée est époustouflante. Nous allions lui dire éventuellement, intervient Valérie, et je ris presque tant elle est prévisible. Quand elle est prise la main dans le sac, Valérie a toujours un calendrier qui rend tout acceptable. Nous pensions que Manon avait besoin d'espace pour ses études. Juste pour quelques années. Chloé est si indépendante. Elle s'en sort bien toute seule. Nous allions donner l'appartement à Chloé après que Manon ait obtenu son diplôme. Dans 4 ans, dis-je platement. Vous alliez me donner mon propre cadeau d'anniversaire dans 4 ans. Ce n'est pas comme ça,
dit papa désespérément. Nous avons juste pensé. Considération pratique, l'éducation de Manon. Et voilà, la même vieille chanson. Les besoins de Manon passent en premier. L'avenir de Manon compte plus. Manon mérite la meilleure option parce que, parce que c'est Manon, l'enfant doré qui n'a jamais eu à travailler pour quoi que ce soit, n'a jamais eu à se sacrifier, n'a jamais eu à choisir entre acheter des courses et payer un loyer. Je regarde autour de la table ces gens que j'ai appelés ma famille pendant 24 ans. Papa se tortillant sur son siège, évitant mon regard. Valérie calculant frénétiquement comment tourner cela en quelque chose d'acceptable. Manon sanglotant toujours comme si elle était la victime dans ce scénario. Et vous savez quoi? Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sens complètement calme. Pas blessé, pas en colère, juste clair, comme si quelqu'un venait de me donner des lunettes après des années à essayer de voir à travers une fenêtre sale. Margot se lève lentement, ses mains tremblant d'une fureur à peine contrôlée. Quand elle parle, sa voix tremble d'émotion. Donc, vous saviez tous les trois que cet appartement appartenait à Chloé et avait décidé de le voler quand même. C'est bien ce que je comprends? Papa a l'air sincèrement abasourdi. Margot, nous n'avons jamais voulu. Je veux les clés de cet appartement tout de suite. Margot, s'il te plaît, discutons rationnellement. Papa commence par rationnellement. Elle rit. Et ce n'est pas un son agréable. Tu veux discuter de rationalité? Parlons de la rationalité de voler sa propre fille. Parlons de la rationalité de me mentir pendant 2 mois. Parlons de la rationalité pour Manon de vivre dans un appartement qui ne lui appartient pas. Le visage de Manon se froisse de panique véritable. Nous étions censés avoir plus de temps. Tu n'étais pas censé la remercier au dîner. Manon, la voix de Margot est glaciale. Ta mère t'a menti. Cet appartement n'a jamais été fait pour toi. Il a été acheté spécifiquement pour Chloé avec son nom sur l'acte en guise de remerciement pour avoir pris soin de moi quand le reste de cette famille ne pouvait pas se donner la peine. La vérité frappe la table comme une gifle physique. Pendant que je conduisais Margot au rendez-vous de chimio, restant la nuit quand elle était trop faible pour être seule, emmenant Léo dans les salles d'attente parce que je ne pouvais pas me permettre de babysitter, où étaient les autres? Papa était trop occupé par le travail. Valérie était débordée par les préparations universitaires de Manon. Manon était trop jeune pour des affaires aussi sérieuses, mais pour s'attribuer mon cadeau, ça, ils avaient le temps. Les clés, répète Margot maintenant. Valérie tente une dernière diversion. Nous avons dépensé de l'argent pour le décorer. Manon avait besoin de meubles, de literie, d'ustensiles de cuisine. Nous avons investi des milliers d'euros. De l'argent que vous avez dépensé sur une propriété volée, la coupe Margot. Voulez-vous que j'appelle la police et explique la situation? Parce que j'ai la documentation de l'achat, le transfert de l'acte, et des copies de chaque lettre falsifiée que vous avez envoyée au nom de Chloé. La menace de l'implication de la police change tout. Le visage de papa devient pâle, et même Manon arrête de renifler. Valérie fouille dans son sac à main et produit un trousseau de clés, les plaçant sur la table comme si elle rendait une arme. Margot les ramasse et se tourne vers moi. Chloé, voudrais-tu voir ton appartement? Est-ce que je voudrais voir mon appartement? L'appartement dont j'ignorais l'existence jusqu'à il y a 5 minutes. L'appartement qui est le mien depuis 2 mois alors que je paie un loyer pour un endroit où mon fils de 4 ans dort dans un placard converti. Oui, dis-je doucement. Alors que je me lève pour suivre Margot, Manon attrape mon bras. Chloé, s'il te plaît. Tu dois comprendre. Je ne savais pas que c'était pour toi spécifiquement. Je pensais que c'était juste une propriété familiale et que maman a décidé que je devrais l'utiliser pour mes études. Je regarde sa main sur mon bras, puis son visage. Pendant un instant, je vois la petite fille qui avait l'habitude de me suivre quand elle était petite avant que Valérie ne lui apprenne que nous n'étions pas vraiment sœurs, juste 2 personnes qui vivaient dans la même maison. Manon, dis-je doucement, tu ne savais vraiment pas que l'appartement était spécifiquement pour moi. Écoute, nous savions tous que tu ne te battrais jamais. Tu ne le fais jamais. Maman a dit que tu accepterais simplement. Éventuellement, comme tu le fais toujours avec tout le reste. L'honnêteté est époustouflante. Ils ne m'avaient pas seulement volé. Ils avaient calculé que je serais trop passive pour me défendre. J'enlève soigneusement sa main de mon bras. Mais cette fois, vous aviez tort.
Margot attend près de la porte, ses clés de voiture déjà en main. Tu es prête, ma chérie? Léo a été remarquablement calme tout au long de cet échange, coloriant dans son livre de dinosaures et regardant occasionnellement les adultes avec l'expression résignée d'un enfant qui a appris que les conversations d'adultes n'ont souvent aucun sens. Je le rassemble avec ses livres. Nous allons voir un nouvel endroit, lui dis-je en l'attachant dans son siège auto. Tante Margot a une surprise pour nous. En sortant de l'allée, je vois Valérie et Manon debout dans l'embrasure de la porte nous regarder partir. Papa n'est nulle part en vue. Il est probablement dans son bureau à faire ce qu'il fait toujours quand les situations familiales deviennent inconfortables, se cacher jusqu'à ce que quelqu'un d'autre répare les dégâts. Le trajet jusqu'au centre-ville prend 20 minutes, pendant lesquelles Margot complète les détails qui me manquaient. L'appartement est dans un immeuble historique converti, style haussmannien, avec du parquet d'origine et d'immenses fenêtres. C'est à distance de marche de la garderie de Léo et à un court trajet de l'hôpital. Le quartier a des rues bordées d'arbres, un petit parquet, le genre de café où les locaux connaissent vraiment votre nom. J'ai regardé des dizaines d'endroits, dit Margot alors que nous traversons des quartiers de plus en plus beaux. Mais quand j'ai vu celui-ci, j'ai su qu'il était parfait pour toi. On s'y sentait chez soi. Nous nous arrêtons devant un bel immeuble en briques avec des volets noirs et des bacs à fleurs aux fenêtres. C'est le genre d'endroit devant lequel je passais en imaginant y vivre, mais sans jamais l'envisager sérieusement parce que c'était tellement hors de mon budget. 3e étage, dit Margot en nous guidant vers l'entrée. Unité d'angle avec vue sur le parc. L'ascenseur est petit et charmant avec des boutons en laiton et des boiseries. Léo appuie sur le bouton du 3e étage et sautille d'excitation. Quand les portes s'ouvrent, Margot nous mène à une porte marquée 3C et la déverrouille avec les clés qu'elle a prises à Valérie. La porte s'ouvre et j'entre dans le plus bel espace de vie que j'ai jamais vu. L'appartement est magnifique, pas parce qu'il est sophistiqué ou cher, mais parce qu'il est parfait. Un parquet chaleureux s'étend à travers un salon ouvert avec des fenêtres qui inondent l'espace de lumière naturelle. La cuisine a des placards blancs et des plans de travail en granit qui brillent comme s'ils n'avaient jamais été utilisés. À travers les fenêtres du salon, je peux voir le parc que Margot a mentionné avec de grands arbres et une aire de jeu où des enfants jouent, même dans le froid de décembre. 2 chambres, dit Margot en nous guidant dans un couloir. Celle-ci serait pour Léo. La chambre potentielle de Léo fait 2 fois la taille de notre salon actuel. Elle a des étagères intégrées, un grand placard et des fenêtres orientées à l'est, pour qu'il se réveille avec le soleil du matin. Il court immédiatement à la fenêtre et presse son visage contre la vitre. Maman, regarde. Des balançoires. La chambre principale me coupe le souffle. Elle est spacieuse sans être écrasante, avec assez de place pour une vraie commode, peut-être même un fauteuil de lecture. Le placard est plus grand que l'espace de couchage actuel de Léo. Mais ce qui me frappe, c'est la salle de bain. Une salle de bain complète avec une baignoire profonde, parfaite pour de longs bains après des gardes difficiles à l'hôpital. La locataire précédente a laissé quelques meubles, explique Margot alors que nous retournons vers le salon. Des pièces de base que je pensais que tu voudrais peut-être garder. C'est là que je remarque que l'appartement n'est pas vide. Il y a un canapé d'angle en tissu gris doux, une table basse qui ressemble à du bois véritable, et un ensemble de salles à manger qui pourrait réellement asseoir 6 personnes. La cuisine est approvisionnée en vaisselle, ustensiles de cuisine et même petit électroménager. Mais ce ne sont pas les pièces de base que Margot a mentionnées. Ce sont des articles coûteux soigneusement choisis pour compléter l'espace. Le genre de meubles que je regarde dans les magasins, mais que je n'achète jamais parce qu'ils coûtent plus cher que ce que je gagne en un mois. Margot, dis-je lentement. Ces meubles sont tout neufs. Elle sourit timidement. J'ai peut-être un peu exagéré avec les préparatifs d'emménagement. Je voulais que tu puisses entrer et te sentir chez toi immédiatement. Je m'enfonce dans le canapé, et il est exactement aussi confortable qu'il en a l'air. Léo grimpe à côté de moi, revendiquant déjà sa place. C'est notre nouvelle maison, maman? Je crois bien que oui, lui dis-je, bien que j'ai encore du mal à croire que c'est réel. Mon téléphone sonne, me ramenant brutalement à la réalité. Le nom de papa apparaît sur l'écran et Margot me fait signe de répondre. Chloé, où es-tu? Sa voix est tendue par le stress. Nous devons parler de cette situation. Quelle situation, papa? Tu sais ce que je veux dire. Le truc de l'appartement. On peut s'arranger. Peut-être que Manon peut rester là juste jusqu'à la fin du semestre. Ensuite,
nous ferons la transition. Je regarde autour du magnifique salon, Léo arrangeant déjà ses figurines de dinosaures sur la table basse. Margot me regarde avec des yeux encourageants. Non. Comment ça non? Je veux dire, non. Manon ne peut pas rester ici jusqu'à la fin du semestre. Non, il n'y aura pas de période de transition. Non, on ne peut pas s'arranger. Cet appartement m'appartient. Il est à moi depuis 2 mois alors que je paie un loyer ailleurs parce que vous avez décidé que votre fille méritait mon cadeau plus que moi. Chloé, sois raisonnable. Manon a déjà emménagé, commencé ses cours depuis cet endroit. Toute sa routine est construite autour du fait de vivre là-bas. L'audace est époustouflante. Il vole mon appartement. Laisse Manon s'installer et construire sa vie autour. Puis me demande d'être raisonnable pour ne pas perturber sa routine. Où pensais-tu exactement que je vivais? Papa, as-tu supposé que je disparaîtrais simplement quand tu as donné ma maison? Silence à l'autre bout du fil. Manon peut déménager cette semaine, continuez-je. Elle peut prendre ses effets personnels, mais tout le reste reste ici. Les meubles, les ustensiles de cuisine, le linge de maison. Tout ce que vous avez acheté avec l'argent que vous auriez dû dépenser ailleurs reste dans mon appartement. Tu ne peux pas juste la mettre dehors sans nulle part où aller. Regarde-moi faire. Je raccroche et éteins mon téléphone. Margot rayonne de fierté. Je ne t'ai pas entendue aussi forte depuis des années. Elle a raison. Je me semble différente à moi-même. Plus calme, mais plus ferme, comme si j'avais enfin trouvé ma colonne vertébrale après 31 ans à la chercher. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu emménages ce week-end si tu veux. Je t'aiderai à emballer tes affaires. Elle fait une pause. Et Chloé, ils vont continuer à appeler, à faire des demandes, à essayer de te culpabiliser pour que tu cèdes. Ne les laisse pas faire. Je ne le ferai pas, dis-je. Et je me crois vraiment. Léo a découvert le réfrigérateur, qui est entièrement approvisionné en course. Maman, il y a de la glace là-dedans. Bien sûr qu'il y en a, Margot a tout prévu, jusqu'à remplir le congélateur avec les friandises préférées d'un enfant de 4 ans. Alors que Léo bavarde sur les parfums de glace qu'il a découverts, mon téléphone commence à vibrer de SMS. Valérie, Manon, et même l'associé de mon père, qui ne m'a jamais contacté directement auparavant. Je ne les lis pas. Au lieu de cela, je marche vers les grandes fenêtres du salon et regarde le parc où les enfants jouent, les rues bordées d'arbres où les gens promènent leurs chiens et portent des tasses de café. Le quartier où mon fils et moi allons construire une vraie vie. Pour la première fois depuis des années, je suis exactement là où je dois être. L'emménagement prend exactement un week-end. Il s'avère que lorsque vous ne possédez pas beaucoup de meubles, le déménagement est étonnamment simple. Notre ancien appartement semblait encore plus petit et plus déprimant vu à travers le prisme de l'endroit où nous allions. Le contraste était presque comique, comme comparer un placard à un palais. Léo s'est adapté au changement avec la résilience que possèdent les jeunes enfants, traitant le déménagement comme une aventure plutôt qu'un bouleversement. Il courait de pièce en pièce dans le nouvel appartement, revendiquant des espaces et annonçant ses plans. C'est là que mes dinosaures vivront, a-t-il déclaré à propos des étagères intégrées dans sa chambre. C'est là que je mangerai mes céréales, a-t-il annoncé à propos du bar du petit déjeuner dans la cuisine. Margot a aidé pour tout, de l'emballage des cartons à la mise en place des services publics à mon nom. Elle avait pensé à des détails que je n'aurais pas envisagés, inscrivant Léo à l'école du quartier, trouvant un pédiatre dans le voisinage, localisant même l'épicerie et le pressing les plus proches. Tu n'es pas obligé de faire tout ça, lui ai-je dit alors qu'elle organisait les placards de cuisine avec une précision militaire. Si, je le dois, a-t-elle répondu fermement. Ta famille a volé 2 mois de ta vie dans cet endroit. J'essaie de rattraper le temps perdu. Les appels de papa, Valérie et Manon ont continué sans relâche. Des messages vocaux qui progressaient d'excuses à des exigences, puis à une hostilité franche. J'en avais écouté les premiers, mais ils suivaient tous le même schéma. Reconnaissance que des erreurs avaient été commises, suivi d'explications sur pourquoi les besoins de Manon devraient toujours être prioritaires, se terminant par des accusations selon lesquelles j'étais égoïste et déraisonnable. J'ai arrêté d'écouter après le 5e. Mercredi soir, une semaine après notre emménagement, papa s'est présenté à ma porte. Pas d'appel préalable, pas de SMS pour demander si cela convenait. Il est juste apparu dans mon couloir comme s'il avait le droit d'être là.
Nous devons parler, a-t-il dit quand j'ai ouvert la porte. Non, ce n'est pas le cas. J'ai commencé à fermer la porte, mais il a mis sa main contre. Chloé, s'il te plaît. 5 minutes. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissé entrer. Léo était déjà en pyjama, regardant des dessins animés sur la télévision fournie avec l'appartement, un écran plat plus grand que toute notre cuisine dans l'ancien endroit. Bel endroit, a dit papa, regardant autour de lui avec l'expression de quelqu'un essayant de calculer la superficie et les coûts mensuels. Vraiment sympa. Mais voici le truc, ma chérie. Manon est en difficulté. Et voilà. La même vieille stratégie. Quand les arguments logiques échouaient, appel à ma culpabilité émotionnelle concernant le bien-être de Manon. J'avais déjà entendu cette chanson, bien que d'habitude c'était pour avoir besoin d'aide pour ses devoirs ou avoir besoin d'être conduite quelque part ou faire face à un drame social qui nécessitait que toute la famille réorganise son emploi du temps. En difficulté comment, ai-je demandé, sincèrement curieuse de la crise qu'ils avaient fabriquée cette fois. Elle vit dans une chambre universitaire de la taille d'une boîte à chaussures, partageant une salle de bain avec 20 autres filles. La nourriture du resto la rend malade. Elle ne peut pas se concentrer sur ses études parce que les conditions sont horribles. J'ai cligné des yeux. Tu veux dire qu'elle vit comme une étudiante normale? Ce n'est pas. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi ce n'est pas la même chose, papa? Il a cherché une réponse qui ne semblerait pas complètement hypocrite. Elle n'est pas habituée à ces conditions. Elle n'a jamais eu à vivre de cette façon auparavant. Et de qui est-ce la faute? La question est sortie plus tranchante que je ne le voulais, mais je ne le regrettais pas. Qui a décidé que Manon ne devrait jamais avoir à vivre d'inconfort ou de désagrément? Qui a créé une femme de 20 ans qui s'effondre face à des conditions de vie étudiante standard? Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour elle. Et qu'en est-il de ce qu'il y a de mieux pour moi? Les mots restèrent en suspens entre nous. Quand exactement as-tu voulu ce qu'il y avait de mieux pour moi, papa? Son visage est devenu rouge. Ce n'est pas juste. Nous nous sommes toujours souciés de ton bien-être. Vraiment? Quand j'avais 16 ans et que j'avais besoin d'une voiture pour aller à mon travail, où était ton souci pour mon bien-être? Quand je faisais des doubles gardes pour payer mes études alors que Manon recevait ses frais de scolarité sur un plateau, où était ton souci alors? Quand j'étais une mère célibataire luttant pour payer le loyer tout en prenant soin de ta sœur pendant ses traitements contre le cancer, où était exactement ton souci pour ce qui était le mieux pour moi? Ces situations étaient différentes. Comment? Tu as toujours été plus indépendante, plus capable. Manon a besoin de plus de soutien. Et voilà, la vérité fondamentale de ma dynamique familiale dite à voix haute pour la première fois. Manon avait besoin de soutien parce qu'elle était délicate et précieuse. Je n'avais pas besoin de soutien parce que j'étais forte et capable. Manon méritait de l'aide parce qu'elle luttait contre les défis normaux de la vie. Je méritais de lutter seule parce que je pouvais le gérer. La logique tordue avait façonné toute ma vie. Chaque fois que je réussissais malgré le manque de soutien, cela prouvait que je n'avais pas besoin d'aide. Chaque fois que Manon échouait, malgré des avantages massifs, cela prouvait qu'elle avait besoin de plus d'assistance. Papa, dis-je doucement. J'ai besoin que tu partes maintenant. Chloé, allez. Ne pouvons-nous pas trouver un arrangement? Peut-être que Manon pourrait juste utiliser la deuxième chambre quand elle a besoin d'étudier ou rester ici le week-end quand le dortoir est trop bruyant. Sors. Ne sois pas déraisonnable. Sors. Le volume de ma propre voix m'a surprise. Léo a levé les yeux de ses dessins animés, les yeux écarquillés. J'élevais rarement la voix et jamais contre les membres de la famille. Papa me fixait comme si je l'avais giflé. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais ce n'est pas la fille que j'ai élevée. Tu as tout à fait raison, ai-je dit en marchant vers la porte et en l'ouvrant. La fille que tu as élevée aurait déjà remis les clés à Manon. Elle serait retournée dans un studio et se serait excusée de causer des problèmes. Elle aurait passé les 4 prochaines années à payer un loyer pendant que Manon vivait dans la maison qui était censée être la sienne. Il est resté là un moment, semblant vouloir argumenter davantage. Mais quelque chose dans mon expression a dû le convaincre que j'étais sérieuse. Ce n'est pas fini, a-t-il dit en sortant dans le couloir. Si, papa, ai-je répondu calmement. C'est fini. J'ai fermé la porte et enclenché les 2 verrous. À travers le l'œilleton, je les regardais rester là pendant plusieurs minutes,
débattant probablement s'il devait frapper à nouveau. Finalement, il a abandonné et s'est éloigné. Léo a levé les yeux de ses dessins animés. Est-ce que papy était en colère? Papy était confus, lui ai-je dit honnêtement. Parfois, les adultes sont confus quand les choses ne se passent pas comme ils l'avaient prévu. Est-ce qu'on est puni? Je me suis assise à côté de lui sur notre magnifique canapé d'angle dans notre appartement inondé de lumière dans le quartier où nous appartenions. Non, bébé, on n'est pas puni. On est exactement là où on est censé être. Le transfert légal de l'appartement a eu lieu un mardi matin dans le bureau du notaire de Margot. Je n'avais jamais possédé de propriété auparavant, et l'expérience de signer des documents qui faisaient de moi la propriétaire officielle de quelque chose valant 350 000 € semblait irréel. Margot avait insisté pour rendre tout juridiquement inattaquable, s'assurant que personne ne pourrait plus jamais remettre en question mon droit de vivre là. Félicitations, a dit le notaire en me remettant un dossier épais contenant l'acte de vente, les documents d'assurance et les règlements de copropriété. Vous êtes officiellement propriétaire. Propriétaire. À 31 ans, après des années à louer des appartements exigus et à m'inquiéter des renouvellements de bail, je possédais un logement. Pas n'importe quel logement, mais un magnifique, dans un quartier où les enfants jouaient en toute sécurité dans les parcs et où les voisins connaissaient le nom des uns des autres. Le soulagement financier a été immédiat et écrasant. Sans loyer à payer, mon salaire d'infirmière suffisait à couvrir non seulement les nécessités, mais aussi de petits luxes que je n'avais jamais pu me permettre. Les frais de garderie de Léo sont devenus gérables au lieu d'être écrasantes. Je pouvais faire les courses sans calculer chaque article. Pour la première fois depuis des années, je ne vivais pas d'un salaire à l'autre. L'adaptation de Manon à la vie en résidence universitaire ne se passait pas bien, selon mes sources. Ma cousine Julie, qui travaillait à l'université, a rapporté que Manon était allée au bureau du logement plusieurs fois pour demander des changements de chambre. Elle s'était plainte du niveau sonore, de la propreté des salles de bain et des conflits avec ses colocataires. La fille qui avait vécu dans le luxe toute sa vie découvrait ce que la plupart des étudiants considéraient comme des conditions de vie normales. Selon Julie, Manon avait également approché le bureau des aides financières, demandant des allocations de logement supplémentaires, APL. Lorsqu'on lui a dit que le niveau de revenu de sa famille la rendait inéligible aux bourses sur critères sociaux, Manon s'était apparemment effondrée en pleurant devant le conseiller. J'étais censée avoir mon propre appartement, avait-elle sangloté. Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. L'ironie ne m'échappait pas. Pendant 20 ans, Manon avait été protégée de tout inconfort ou désagrément. Maintenant, face à la réalité des salles de bain communes et de la nourriture de cafétéria, elle était sincèrement choquée que l'argent ne puisse pas résoudre immédiatement ses problèmes. Pendant ce temps, mes SMS étaient devenus de plus en plus hostiles. Les amis de Manon l'avaient apparemment convaincue que j'étais déraisonnable et égoïste. Ces messages allaient de la supplication, j'ai juste besoin d'un endroit calme pour étudier pour les partiels à l'accusation, tu gâches mon expérience universitaire parce que tu es jalouse jusqu'à la méchanceté pure, tout le monde pense que tu es une sœur horrible. J'ai fait des captures d'écran des pires et les ai enregistrés dans un dossier intitulé « Preuves » sans répondre à aucun d'entre eux. Margot m'avait prévenu que Manon allait faire monter la pression avant d'accepter la nouvelle réalité. L'escalade a eu lieu un jeudi soir quand Manon s'est présentée à mon immeuble en pleurant dramatiquement dans le hall jusqu'à ce que Madame Dupont du premier étage la laisse entrer. Elle a frappé à ma porte avec ce genre de rythme persistant et exigeant qui suggérait qu'elle n'abandonnerait pas facilement. « Chloé, je sais que tu es là. Nous devons parler. » J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Manon avait l'air terrible. Pas la perfection soigneusement stylée qu'elle maintenait habituellement, mais vraiment échevelée. Ses cheveux n'étaient pas lavés, ses vêtements froissés, et elle avait des cernes sous les yeux. « Tu dois m'aider » a-t-elle dit immédiatement. « Je suis désolé que tu passes un moment difficile » ai-je dit. Honnêtement, les résidences universitaires peuvent être difficiles à s'adapter. Tu ne comprends pas. Je n'ai jamais signé pour ça. Quand j'ai choisi cette université, je pensais que je vivrais dans l'appartement du centre-ville. J'ai planifié toute mon expérience universitaire autour du fait d'avoir mon propre espace, ma propre cuisine, ma propre salle de bain. Et voilà. Manon croyait sincèrement qu'on lui avait promis quelque chose qui n'avait jamais été à elle au départ. Dans son esprit, l'appartement avait toujours été destiné à son usage, et le fait que je le réclame était en quelque sorte un vol. Manon, dis-je doucement, cet appartement ne t'a jamais été promis. C'était mon cadeau d'anniversaire de tante Margot.
Tu y vivais illégalement. Ce n'était pas illégal. Maman et papa ont dit que je pouvais y vivre. Maman et papa ne possèdent pas cet appartement. Ils n'ont jamais possédé cet appartement. Ils n'avaient aucun droit de te l'offrir. Son visage s'est effondré en nouvelles larmes. Mais qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Je ne peux pas vivre dans les dortoirs pendant 4 ans. Je vais devenir folle. Tu t'adapteras, ai-je dit simplement. Des millions d'étudiants vivent en résidence universitaire. La plupart d'entre eux survivent très bien à l'expérience. La plupart d'entre eux n'ont pas été élevés comme moi. L'honnêteté de cette déclaration était surprenante. Manon reconnaissait, peut-être pour la première fois, qu'elle avait été élevée avec des privilèges que la plupart des gens n'ont pas, qu'elle avait été protégée des désagréments normaux et des défis auxquels les autres jeunes adultes sont confrontés régulièrement. Tu as raison, ai-je convenu. La plupart des étudiants n'ont pas été élevés pour croire qu'ils méritent un logement de luxe comme un droit fondamental. La plupart des étudiants travaillent à temps partiel pour aider à payer leurs études. La plupart des étudiants partagent des salles de bain et mangent à la cafétéria et étudient dans les bibliothèques parce que leurs espaces de vie sont trop petits ou trop bruyants. Tu es en train de dire que je devrais trouver un travail? La question est sortie avec une confusion si authentique que j'ai failli rire. Voici une étudiante de 20 ans demandant si elle devait trouver un travail comme si c'était un concept complètement étranger. Manon, comment penses-tu que j'ai payé mes études? C'est différent. Tu as toujours travaillé. J'étais concentré sur mes études. Quelle est ta moyenne, ai-je demandé. Elle a semblé mal à l'aise. Ce n'est pas une question de notes. C'est une question d'expérience universitaire complète, de développement social, d'opportunités de réseautage. En d'autres termes, elle se la coulait douce académiquement tout en vivant dans un appartement qu'elle ne méritait pas, financé par de l'argent qui aurait dû aller ailleurs. L'expérience universitaire complète qu'elle craignait de perdre était en fait la vie qu'elle m'avait volée. Je ne vais pas t'aider, Manon, dis-je finalement. Tu as un logement, tu as des tickets resto, tu as tout ce dont tu as besoin pour réussir à l'université, si tu choisis de t'appliquer. Et ce que papa a dit à propos de trouver un arrangement où je pourrais rester ici parfois. Papa ne prend pas de décision concernant ma maison. Très bien, a-t-elle claqué, les larmes séchant alors que la colère prenait le dessus. Garde ton précieux appartement. Mais n'espère pas que je te pardonne pour ça. N'espère pas que je te reparle un jour après l'université. Je n'espère rien, ai-je dit honnêtement. Je n'attends plus rien de toi, Manon. Et c'est en fait assez libérateur. J'ai fermé la porte doucement mais fermement, la laissant debout dans le couloir. À travers l'œilleton, je l'ai vu frapper à la porte quelques fois de plus avant d'abandonner et de partir. Plus tard dans la soirée, papa a appelé. Sa voix était plus tendue et frustrée que je ne l'avais jamais entendue. Manon est rentrée en pleurant ce soir. Elle dit que tu as été cruel avec elle. J'ai été honnête avec elle. C'est juste une gamine. Chloé, elle a du mal avec un changement de vie majeur. Elle a 20 ans, papa. Quand j'avais 20 ans, je travaillais à temps plein tout en allant à l'école à temps plein et en élevant Léo toute seule. Manon a du mal à devoir vivre comme une étudiante normale pour la première fois de sa vie. Nous avons décidé qu'elle doit trouver un emploi à temps partiel, a-t-il dit à contre-cœur. Pour aider à forger le caractère et la responsabilité. J'ai failli lâcher le téléphone. Après 20 ans à protéger Manon de tout type de travail ou de responsabilité, ils allaient enfin l'obliger à trouver un emploi parce qu'elle ne pouvait plus vivre dans le luxe volé. Cela semble être une bonne décision, ai-je dit. Mais elle ne devrait pas avoir à travailler tout en vivant dans des conditions médiocres si elle pouvait juste utiliser l'appartement le week-end. Papa, arrête. Quoi? Arrête d'essayer de négocier. Arrête d'essayer de trouver des compromis. Arrête d'agir comme si le confort de Manon était plus important que l'honnêteté et l'équité de base. L'appartement est à moi. Il sera toujours à moi. Manon ne vivra jamais ici. Pas même le week-end. Pas même pendant les partiels. Pas même dans les situations d'urgence. Tu es déraisonnable. Je suis clair. Il y a une différence. Le silence s'est étiré assez longtemps pour que je me demande s'il avait raccroché. Finalement, il a soupiré profondément. Je ne sais pas ce qui est arrivé à notre famille. Ce qui est arrivé, ai-je dit doucement, c'est que quelqu'un a finalement souligné que nous n'avons jamais été une famille.
Nous avons été une hiérarchie avec Manon au sommet, toi et Valérie au milieu, et moi en bas. La seule différence maintenant, c'est que je ne participe plus. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Des mois plus tard, je suis assise dans le coin petit déjeuner de mon appartement, buvant du café et regardant Léo construire des villes Lego élaborées sur la table de la salle à manger qui a réellement assez d'espace pour ses projets. La lumière du soleil du matin pénètre par les fenêtres orientées à l'est, tout comme Margot l'avait promis, et je peux entendre des enfants jouer dans le parc de l'autre côté de la rue. Ma vie a trouvé un rythme que je ne pensais pas possible. Le travail ne semble pas écrasant quand je ne suis pas constamment inquiète pour l'argent. Léo s'épanouit dans sa nouvelle école où les enseignants connaissent son nom et les parents l'invitent aux anniversaires. Nos soirées sont paisibles au lieu d'être stressantes, remplies de devoirs à la table de la cuisine et d'histoires du soir dans sa belle chambre. La transformation financière a été remarquable. Sans paiement de loyer, j'ai pu constituer un compte d'épargne pour la première fois de ma vie d'adulte. J'ai acheté à Léo de nouveaux vêtements qui lui vont vraiment au lieu de vêtements d'occasion de cousins plus âgés. Je peux me permettre de l'emmener au cinéma et au musée sans calculer si nous aurons assez d'argent pour les courses ensuite. Mais la transformation émotionnelle a été encore plus profonde. Je suis plus calme, plus confiante, plus présente. Quand des collègues à l'hôpital commentent à quel point je semble différente, je leur dis que j'ai enfin appris la différence entre être indépendante et être abandonnée. La situation familiale a atteint un équilibre prévisible. Manon a finalement trouvé un emploi à temps partiel dans un café près du campus. Bien que, selon ma cousine Julie, elle se plaint constamment de devoir travailler les week-ends et de gérer des clients difficiles. Ses notes se sont légèrement améliorées une fois qu'elle a été forcée de développer de véritables habitudes d'études, mais elle maintient toujours que son expérience universitaire a été gâchée par le fait de devoir vivre comme une étudiante normale. Papa et Valérie ont apparemment dit aux membres de la famille élargie que je traverse une phase difficile et qu'ils me laissent de l'espace pour régler mes problèmes. Le récit leur permet de maintenir leur image de parents raisonnables face à une fille déraisonnable. Je ne prends plus la peine de corriger les hypothèses de qui que ce soit. Margot et moi sommes devenus encore plus proches, liés par l'expérience partagée de la trahison de ma famille. Elle partage son temps entre les voyages et gâter Léo, qu'il appelle maintenant sa mamie aventure parce qu'elle lui rapporte des trésors de chaque voyage. Le mois dernier, elle nous a emmenés tous les deux à Disneyland Paris pour un long week-end, les premières vraies vacances de Léo. Les SMS de Manon ont fini par s'arrêter, probablement parce que je n'y répondais jamais. Papa appelle encore occasionnellement, généralement quand il y a un événement familial auquel il pense que je devrais assister pour le bien de Léo. Je décline poliment mais fermement. Léo a beaucoup de famille avec Margot. Beaucoup d'amis à l'école et beaucoup d'amour à la maison. Il n'a pas besoin d'être exposé à des gens qui considèrent sa mère comme jetable. Le développement le plus surprenant a été ma relation avec ma famille élargie. Des cousins et des tantes qui avaient toujours semblé distants m'ont contacté après avoir entendu la version des faits de Margot. Apparemment, le traitement que ma famille immédiate me réservait était évident pour les étrangers depuis des années, mais personne ne se sentait à l'aise pour le commenter directement. On s'est toujours demandé pourquoi tu semblais si prudente autour d'eux, m'a dit ma cousine Sophie lors d'un récent appel téléphonique. Comme si tu avais peur de prendre trop de place ou de demander trop d'attention. Parce que c'est exactement ce que je faisais. J'avais passé 31 ans à essayer de prouver que je méritais d'exister dans ma propre famille, modérant mes besoins, minimisant ma présence, me faisant assez petite pour tenir dans les espaces restants de leur attention. Plus maintenant. Le courrier de ce matin a apporté une invitation au mariage d'une amie de fac. Et pour la première fois depuis des années, je peux me permettre d'acheter un beau cadeau et de voyager pour célébrer avec elle. Ce soir, Léo et moi allons au théâtre pour enfants en centre-ville, quelque chose que nous n'avons jamais pu nous permettre auparavant. Ce week-end, nous recevons Margot pour le dîner dans notre belle salle à manger en utilisant la belle vaisselle qui est venue avec l'appartement. Ce ne sont pas des victoires dramatiques ou des moments qui changent la vie. Ce sont juste des expériences normales d'une vie stable et confortable. Mais après des années de lutte et d'incertitude, la normalité semble révolutionnaire. Mon téléphone vibre avec un texto d'un numéro inconnu. Et pendant un instant, ma vieille anxiété se déclenche. Mais ce n'est pas Manon ou papa ou Valérie avec une autre exigence ou une tentative de culpabilisation. C'est une collègue du travail demandant si je veux rejoindre un groupe d'infirmières pour aller dîner la semaine prochaine. Oui, je réponds immédiatement. J'aimerais beaucoup me joindre à vous. Je peux me permettre un dîner au restaurant avec des amis maintenant.
J'ai une babysitter fiable parce que Madame Dupont en bas adore Léo et apprécie de gagner un peu d'argent supplémentaire en le gardant occasionnellement. J'ai l'énergie émotionnelle pour les relations sociales parce que je ne gère pas constamment des drames familiaux ou du stress financier. En regardant en arrière, j'ai réalisé que ce qui s'est passé au dîner de Noël n'était pas vraiment à propos de l'appartement. Bien que l'appartement ait tout changé, c'était à propos de voir enfin ma famille clairement sans le brouillard de l'obligation et de l'espoir qui avait obscurci ma vision pendant des décennies. Ils n'ont pas arrêté de m'aimer. Ils n'ont jamais commencé. Mais Margot, si. Léo, si. Mes vrais amis, si. Et le plus important, j'ai enfin appris à m'aimer assez pour exiger un meilleur traitement. L'appartement était un cadeau, mais la vie que j'ai construite ici, c'est quelque chose que j'ai gagné. Alors que je finis mon café et me prépare pour une autre journée à un travail que j'aime, dans une maison que j'aime, avec un enfant qui se sent en sécurité et heureux, je pense à ce moment à la table de Noël où la vérité a explosé comme une bombe au milieu du dîner parfait de Valérie. La meilleure partie n'était pas de regarder leur visage quand ils ont réalisé qu'ils avaient été pris. La meilleure partie était de regarder mon propre reflet dans le miroir de la salle à manger et de voir une femme qui savait enfin exactement ce qu'elle valait.